Mais à quoi ça ressemble un regard critique sur le cinéma? D'un point de vue chrétien, à quoi ça ressemble? Parce que moi, j'ai tendance à voir, en fait, et même en moi, même peut-être parfois c'est mon premier réflexe, mais j'ai tendance à voir dans les réflexions évangéliques sur le cinéma quelque chose de très moralisant, Mhm. très moralisateur, dans le sens où on va dire à quoi t'as regardé un film d'horreur, ça va pas, tu vois. Mhm. Donc tu pars du principe que si c'est un film d'horreur, il y a forcément quelque chose de malsain derrière. Alors qu'actuellement, un des plus grands cinéastes de films d'horreur, c'est un chrétien qui le fait en se disant mais ouais, c'est un moyen que j'utilise pour aborder la spiritualité d'un autre angle. C'est intéressant. J'aime pas les films d'horreur. Moi, je suis une flippette pour ça. Mais euh, je pense qu'on a une approche assez moralisante. Et si c'est pas pour aller dans les films d'horreur, on peut aller voir tu vois. Regarde, je regarde Ocean's 11. C'est un film où le but c'est un braquage, tu vois. On fait un Mhm. braquage. Donc c'est hors la loi. Donc en fait, est-ce que je dois me dire ah, c'est un film qui glorifie le vol. Du coup, c'est un film immoral. Si tu veux, c'est une réduction à l'absurde Bah ouais, parce de que la logique. c'est tellement pas un film qui a un parti pris réaliste. Enfin, mais ça, par exemple, ça c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a Simone Veil, elle aurait quelque chose à dire sur ça. Elle kifferait pas, je pense, elle kifferait pas Ocean, parce que dedans, en fait, il y a ce truc où elle, une grosse critique qu'elle fait à l'art et aux représentations esthétiques, c'est qu'elles ont interverti la notion de bien et de mal. Aujourd'hui, dans l'art, le bien, c'est toujours l'ennui, la platitude. Et le mal, c'est toujours le merveilleux, ah, c'est riche, c'est Mhm. plein de rebondissements. Ouais. Ocean, c'est plein. Ah, il y a une sorte d'excitation, on Ouais, vole, il se passe tout plein à de fait. Ouais, trucs, ouais, tout à fait. ça change tout le temps. Tout à fait. Alors que dans la réalité, le mal, c'est l'addiction, tu reviens toujours à la même chose, c'est tout, ah, c'est Ouais, plat, c'est horrible, ouais, ouais, c'est ouais, triste. Et ouais, le bien, c'est l'émerveillement continu, ouais. c'est tout le temps nouveau. Enfin, Ouais. il y a vraiment ce switch qui a été fait, en fait, et qui je pense, nous ancre des idées dans l'esprit qui sont de l'ordre de l'absurde, tu vois. Mhm. Du type où on a pu grandir. Je pense que c'est avec la culture qu'on a pu grandir avec des notions moi je me suis dit, mais purée, mais est-ce que finalement, paradis, au bout d'un moment, je vais pas m'ennuyer? Ouais, Tu vois, le premier millénaire, ok, ouais, ouais, mais absolument. enfin, Non, ouais, ouais. Mais où tu te dis, je c'est pourrais me vrai. lasser Ouais. du bien, tu vois. Non, c'est une question, c'est une réflexion hyper pertinente parce que, tu sais, moi, quand j'étais au cycle, Mhm. il y avait un truc avec les banlieusards. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, genre garlouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Mhm. Il y a toujours, je pense, mais Ouais, ouais, toujours, toujours. t'écoutais du rap et puis tu sais, Il y a un attrait, ouais, tu devais faire le caïd. Mhm. Donc même si t'es le plus grand fils de riche, t'es obligé de parler comme si tu viens de la dernière cité de je sais pas où et faire comme si ta vie elle était difficile et que t'étais un caïd. Et en fait, c'était lié aussi avec tout un univers en fait visuel, de modèles, de clips de rap, de choses qu'on regardait et qu'on nourrissait comme ça c'est le bien, c'est là qu'on peut s'accomplir. Mais du coup, ça va contre ma thèse qu'il faudrait avoir une approche peut-être moins moralisante du cinéma. Euh, Donc, en fait, dans une certaine mesure, je crois on peut voir euh, en fait le lien, si tu veux, avec une critique chrétienne. C'est-à-dire que il y a un rapport, en fait, moralisateur, peut-être pharisien, on va dire, avec le cinéma, qui peut te dire, ah, si, si le personnage fait un crime et que le crime n'est pas condamné dans le film,
c'est qu'il fait l'apologie du crime. Alors du coup, c'est forcément mal. Donc il y a une vision un peu réductrice de genre, ce qui se passe à l'écran dépeint un méfait ou une infraction morale, et du coup, c'est mal. Alors que en fait, tu pourrais prendre une approche, en fait. Mais ça, c'est même pas de la bonne théologie. Parce que si tu regardes, c'est dans le livre des juges, où il y a cet homme qui découpe sa femme en plusieurs parties, et qui les envoie dans plusieurs endroits dans l'Israël. C'est une histoire absurde et horrible. Et à aucun moment, il y a une condamnation. Tu vois, parce que justement, il y a ce côté où le livre des juges, c'est un livre qui brille par le fait que c'est à toi de poser une sorte de discernement. D'ailleurs, dans le livre, c'est toujours dit et l'homme fit ce qui lui semblait bon. Et tu vois, tu n'arrives pas à trouver. Enfin, oui, c'est pertinent. Je pense que si on se tenait à nos standards, à des standards un peu pharisiens, pour regarder des films, en me disant il faut pas qu'il y ait de violence, pas qu'il y ait de nudité ou de choses comme ça. En fait, on est bien emprunté parce qu'on pourrait pas aller voir la Bible au ciné, quoi. Voilà. Tu vois, t'aurais trop de violence, trop de nudité, trop de... C'est violent, ce serait 18 ans, c'est 18 ans. Mais oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une approche où, en fait, il y a un moralisme bête. Un moralisme qui t'empêche de voir une œuvre pour ce qu'elle est, dans ses propres termes, tu vois. De voir Le Parrain, de voir les films de gangsters en rentrant dedans. Tu vois, comme Scorsese, The Irishman, tu vois, si tu regardes ce film extraordinaire, si tu regardes ce film, en fait, Scorsese ne met pas de condamnation morale à ce qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas en train d'émettre un jugement sur le grand banditisme. Il n'est pas en train de... Par contre, ce qu'il explore, c'est les relations. Les relations d'honneur, de honte, les relations de redevabilité. Et il explore en fait la nature de ces personnages-là. Et en fait, si tu viens avec une grille moralisatrice pour regarder ce film, tu peux pas en sortir quoi que ce soit de bon, en fait, parce que tu peux pas marcher avec le rythme qu'il te demande de marcher, dans lequel le film te demande de marcher. Par contre, en fait, dans un deuxième temps, il y a quelque chose où en fait la critique joue son rôle, la critique morale en fait joue son rôle, pour pas retomber finalement dans les travers que le film pourrait avoir. Et là, en fait, c'est là que tu vas commencer à émettre des jugements et à prendre de la distance avec le film. Mais dans un deuxième temps, il y a quelque chose où, en fait, le cinéma te demande de dire « Ok, regarde-moi, dépose tes a priori, regarde-moi. Viens, on fait un chemin ensemble et ensuite... » tu viens faire ton analyse théologique et morale. Et tu vois, typiquement, des exemples, c'est... Tu peux voir... la plupart des histoires d'amour à Hollywood, tu vois, c'est des gens qui sont pas mariés. La plupart des scènes de sexe... Il y a combien de scènes de sexe de gens qui sont mariés? C'est pas très répandu. Il y en a. Il y a combien de mariages qui font rêver, tu vois? Il y a combien de mariages qui font rêver dans les films? Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte, ok, il y a un problème. Tu vois, il y a une déformation de la vision même de la sexualité, la vision même du mariage, la vision même de ce qui est bon, ce qui est mal, c'est ça, dans tes mots. Et en fait, c'est là où en fait, la critique théologique vient. C'est de dire, ok, là, j'ai besoin de déconstruire le genre d'image qui est véhiculé en fait de manière subtile. Tu vois, parce qu'en fait, il y a un problème quand tu laisses tes enfants regarder Harry Potter. Tu laisses pas tes enfants regarder Harry Potter. On m'a interdit de regarder Harry Potter, mais il y a des trucs tellement plus vénères que mais tu vois, pas dû regarder. En fait, il y a un truc, c'est genre tu laisses pas forcément tes enfants regarder Harry Potter, mais tu les laisses regarder La Reine des Neiges. Et tu vois, Harry Potter, c'est très
comment dire, c'est très conservateur en fait dans sa vision du monde. C'est J.K. C'est Rowling. extra, Ouais, non, c'est clairement. extra conservateur dans sa vision du monde. C'est extra chrétien en fait, même si elle est pas chrétienne, je crois, mais c'est très chrétien. Enfin, je sais pas, elle est Elle chrétienne. se considère comme chrétienne, oui. Ah ok, elle est chrétienne. Je pense qu'elle est anglicane, ouais. Ok. Donc elle a une vision du monde. La vision du monde qu'elle déploie dans Harry Potter est fondamentalement chrétienne. Tu vois, il y a plein d'images christiques, il y a il y a toute une structure qui est déployée, une structure du monde qui est très, très chrétienne. Mais en fait, quand toi tu te limites à ah non, c'est de la magie, ça c'est démoniaque. On sait que les magiciens Ça, c'est pas n'hériteront bien. pas du royaume de Dieu. Donc là en fait ce que tu es en train de faire, c'est de priver tes enfants d'un imaginaire qui peut les enrichir, leur permettre de se comprendre, de comprendre le monde d'une manière avec quelque chose qui est compatible finalement avec tes convictions fondamentales. Tandis que tu les laisses regarder La Reine des Neiges sous prétexte que, je sais pas, c'est joli, c'est une histoire de princesse, mais en fait, La Reine des Neiges... Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Ça fait l'apologie de l'individualisme contre tes parents, tu vois. Si tu veux savoir qui tu es, regarde en toi-même. Donc, rejette la tradition, rejette ce qu'on t'enseigne, rejette... et fais-toi ta propre vérité. Personne ne peut t'empêcher d'être qui tu es. Et c'est que quand tu sauras qui tu es, toi, en regardant en toi, que tu seras vraiment libre et heureux. Et là, il y a un gros problème. C'est que ça te déforme dans un hyper-individualisme et que ça te manipule dans une culture de surconsommation. Parce que être toi-même, en vrai, c'est porter les mêmes marques que tes copines. C'est faire le truc à la mode, etc. C'est juste rejeter les mêmes choses que tes copains rejettent plutôt que ce que tes parents rejettent. Donc, en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on a une vision moralisante qui nous permet pas en fait d'ajuster la critique. Et je pense que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui sort de la bouche, tu sais. Et il y a ce rapport à l'art, au médium, où tu vas regarder, par exemple, pour reparler de Scorsese, Godfellas, c'est quoi, Les Affranchis. Ouais. Les Affranchis, moi j'ai vu plein de gens voir ce film, et t'as toujours un peu deux écoles. T'as ceux qui sont là en mode ah, trop cool la vie de gangster et tout, et t'as ceux qui sont là en mode ah, quel drame, quel drame profond. Enfin, et tu vois qu'en fait c'est la personne et son imaginaire et ses attentes qui viennent transformer un peu le film, et qui c'est pas forcément la même chose avec Scarface. Scarface, c'est la référence citée par tous les rappeurs. Ouais. C'est le film de gangster suprême. Ouais. Et pourtant, le réalisateur de ce film, il va dire mais moi, j'avais envie de faire une critique de ce mode de vie. Regardez, à la fin, il finit seul. Il est seul. Exactement. Il est dans un énorme manoir vide. Ouais. Et tu vois du coup que, en fait, l'imaginaire et les attentes des gens... comment dire, arrive à éclater le parti pris artistique du film, ou le parti pris esthétique, où on va mettre une absurdité de richesse qui montre une forme de vide, et les gens arrivent quand même à s'émerveiller des richesses, tu vois. Ouais. Et donc tu vois que c'est pas forcément l'œuvre qui va nécessairement être nocive, mais c'est ce que tu viens y déposer aussi. Il y a cet aspect-là où, justement, ces films où... Est-ce que du coup... moi, je pense que si on avait demandé vraiment la position évangélique par rapport à Scarface, ça aurait été, c'est un film pas bon, tu vois. C'est pas bien de regarder. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a cette possibilité, en fait, j'ai presque envie de dire ce libre arbitre de s'en servir pour soit plonger dans une vision d'adulation, de fantasme, du banditisme, soit justement être plutôt attristé par... ou enfin repoussé par ce mode de vie, tu vois. Et c'est le fait qu'il y ait le choix, j'ai l'impression, qui dérange. Après, moi, je sais pas, est-ce qu'on peut pas blâmer plutôt simplement une mauvaise lecture du film? Enfin,
Est-ce qu'on peut dire ça? C'est juste un film qui a été mal compris. Parce qu'au fond, moi je crois que le réalisateur il s'en fout du banditisme. Tu vois, que en fait, parce que quand tu le vois, cet homme, à la fin, là, comment il s'appelle? Al Pacino? Non, Ouais, c'est Al Pacino. c'est Al Pacino. Ouais. Quand tu vois Al Pacino dans sa tour de Babel, là, tu vois, genre, il s'est fait son propre temple à son effigie et qui vient noyé dans l'orgueil, tu vois, noyé dans la solitude et l'orgueil. Il y a quelque chose qui tape dans l'universel, tu vois. Tu vois quelque chose de toi, même si t'es pas une Kaira, tu vois, même si t'es pas dans le deal ou quoi que ce soit. Je suis assez d'accord avec toi quand tu parles de mauvaise lecture, dans le sens où il y a un refus de la proposition esthétique, en fait. Ouais, Il y a un refus de dire ça va me toucher. ouais, Ce qui va me toucher, c'est ce que j'y vois. Ouais. C'est l'argent. ouais, Et puis, ben voilà, lui, il n'a pas réussi, moi, je réussirai. ouais. Enfin, j'ai un peu l'impression que les gens qui voient Scarface, Ouais. il y a un aspect en mode ouais, mais ça s'est mal passé pour lui, mais Ouais. pour moi, ce sera pas pareil. Il y a un peu Ouais, ce côté-là, tu sais. Moi, ça m'interroge sur la capacité du cinéma pour former moralement. Mhm. Parce qu'en fait, si tu regardes tous les films de gangsters, finalement, tu peux tirer les mêmes morales. C'est genre, tu sais si un film de gangster, il peut pas vivre à la fin. S'il vit heureux à la fin, c'est raté. Ouais. Tu vois, ça dérègle l'univers. Mhm. C'est- Bah, c'est le Parrain, il a mis un gros. Je trouve que le Parrain, c'est vraiment une œuvre magnifique là-dedans, tu vois, où c'est quelqu'un qui s'enfonce dans la solitude petit à petit. Ouais. C'est quand même intriguant de dire, ok, il y a tous ces messages qui continuellement viennent bombarder le spectateur en disant, regarde, lui, il s'associe au crime, il va mourir. Tu sais, à partir du moment où il a commis le crime, il va mourir. Tu vois, ça fait partie. C'est pas juste la moralisation d'Hollywood. C'est Et- que si tu le fais pas, il y a quelque chose dans le scénario qui dit ah, il est pas abouti, tu vois. Mais et ça, c'est un gros débat qu'il y a eu dans le cinéma. En fait, le truc, c'est que le problème avec ces films, c'est que moi, je trouve qu'ils vont pas non plus au bout de leur démarche. Ouais. Parce que quand Al Pacino il sort et qu'il dit say hello to my little friends, tu vois, Ouais. c'est spectaculaire. Il Mhm. y a une envolée lyrique. Ouais. Il y a cette volonté d'avoir des plans qui sont puissants, beaux. Mhm. Et du coup, il y a une sorte de volonté du cinéma de plier face aux demandes du spectaculaire. Tu vois. Où, si vraiment je voulais être dans la continuité de ma pensée éthique, je devrais pas rendre ce plan spectaculaire. Je devrais le rendre un peu pitoyable, diminué. Ouais. Je devrais pas il y a un peu cet aspect où la belle image, ça l'emporte sur le fond. Ah, Tu vois, et ça, je sais que c'était un truc il y avait eu un gros débat là-dedans. Je sais plus quel vieux film avait filmé une personne qui meurt contre les grillages d'un camp de concentration. Et l'image, elle est belle, elle est magnifique. Et il y a tout un débat en mode, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est censé de filmer quelque chose d'aussi atroce d'une manière autant élégante, Ouais. d'une manière autant d'en tirer une sorte d'esthétisme, de beauté, alors Ouais. qu'il n'y a rien de beau dans la mort des Juifs dans un camp à Auschwitz. Et c'est cette question des fois de l'esthétisme qui l'emporte sur l'éthique des fois. Ouais. Et Ouais. C'est une critique qui a été faite à propos de Milton, tu sais, ce grand écrivain de langue anglaise qui avait écrit Le Paradis perdu. Tu vois, il a fait une espèce d'énorme pavé sur Satan, sur la chute, etc. Et en fait,
son Satan, il est quand même assez... il est convaincant, quoi. Et c'est beau ce qu'il dit. C'est marrant parce que Dante, il a réussi à faire l'inverse. Enfin, c'est-à-dire son Satan, il n'est pas du tout éloquent. Quand on s'enfonce dans l'enfer de la Divine Comédie, en fait, on est au plus bas de la poésie, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, c'est quand même, ça reste magnifique, mais en fait, la poésie qu'il utilise, les vers qu'il utilise, il va utiliser des mots vulgaires, en fait. Hein, c'est dans l'enfer qu'on pète, tu vois. Par contre, quand on arrive au paradis, là, il déploie mais toute sa sagesse poétique, quoi, sa maîtrise artistique avec des vers incroyables qui réservait, en gros, pour ce stade-là, tu vois, le stade de la contemplation du bien, du beau et du vrai. Et en fait, du coup, ça reste une question intéressante, c'est de cet usage esthétique qui vient en fait contre, comment dire, La réalité éthique. ouais, voilà, mettre un bâton dans les roues de ton message. Et tu vois, par rapport à ça, c'est François Bégodeau qui avait repris un débat qui est vieux. C'est un peu le débat du film de guerre. Est-ce que le film de guerre peut être anti-guerre? Et c'est toute la question qu'on se pose. Et François Bégodeau, je trouve qu'il avait répondu d'une manière assez magnifique. Enfin, il faisait la critique du film, c'est quoi, 1918, 1917 1917. Ouais, le film qui est sorti qui fait ce parti pris technique d'avoir tout en un faux plan séquence. Ouais. Et il disait, C'est pas un faux plan séquence, il y a quatre. Il est pas vrai, tu vois, c'est pas un vrai. Genre, il y a quatre plans séquences ou un truc du genre, c'est quand même des trucs de malade. Ouais, mais le parti pris du film, c'est de dire c'est un plan séquence. Tu vois. Mais du coup, mais oui, on peut. Un faux plan séquence. Il y a qui crache sur les prouesses techniques. Non, mais c'est une prouesse technique, tu vois. Je dis pas l'inverse. Mais je trouve qu'il avait sorti quelque chose de profond lui, il était très énervé par ce film. Tu vois, où il disait, purée, mais le réalisateur, il dit avoir fait ce film à la mémoire de son grand-père qui est décédé dans les tranchées. Alors que pour moi, il y a un aspect spectaculaire dans ce film que ne revêt absolument pas la Première Guerre mondiale. Il n'y a rien de spectaculaire. Il lui dit, mais un vrai film de mémoire là-dessus, et il le sort comme un exemple, mais je trouve très pertinent, c'est tu filmes des gens qui se font chier dans des tranchées pendant 4 heures, 5 heures, enfin, tu fais un film comme ça, où genre, ça finirait sur un plan de eux qui se lèvent, qui vont prendre, qui se font tirer dessus et qui tombent morts. Et là, on est déjà plus proche de ce que de ce que c'est la réalité brutale d'être dans les tranchées. Où là, c'était quelque chose qui avait été romantisé, où il y a cette notion il y a des héros. Alors qu'il y a la Première Guerre mondiale, c'est une guerre sans héros. C'est une guerre avec des inconnus qui meurent en quantité. Et il y a quelque chose de dévastant là-dedans, tu vois. Non, mais ouais, mais si tu veux, il y a là derrière. C'est une critique qui ne peut correspondre que si tu as. Déjà, il faut être un ardent pacifiste pour dire ça, parce qu'en fait, la guerre en tant que telle, depuis toute l'histoire de l'humanité, on sait qu'il y a un truc, c'est le combat, c'est horrible, ça détruit, mais c'est aussi là qu'on fait preuve de courage. Du coup, bien sûr qu'il y a des héros, même dans les guerres les plus absurdes et les plus pathétiques et les plus abominables. Bien sûr qu'il y a des héros. Bien sûr qu'il y a des gens qui... Ouais, mais tu parles pas du même héroïsme, là, tu vois. Genre, pour moi, c'est un héroïsme... L'héroïsme dont tu parles, c'est un héroïsme très anonyme. Mm-hmm. Et
Ouais, pour moi, oui, c'est vrai, il y a une forme d'héroïsme, c'est vrai. J'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment de l'héroïsme, tu vois, à attendre justement des jours dans des tranchées, à se lever pour prendre une balle perdue, tu vois. Et ouais, je pense que c'est une bonne question, mais je trouve justement, il y a cet aspect de comment tu représentes ça dignement, tu sais. Comment tu respectes la dignité des gens. En tout cas, tu vas pas faire un hommage aux poilus en leur en faisant un film qui les représente comme des branleurs qui se sont fait tirer dessus pour rien. Alors, je dirais pas forcément. Enfin, en fait, pour moi, il y a cet aspect où c'est rendre hommage à l'histoire, à l'historicité de ce moment, tu vois. Où Mhm. c'est pas un beau moment. Non, Où ouais. c'est un moment absurde de Ouais, l'histoire. ouais, mais Et si genre, je tu... trouve que ça Ouais, rend, dans ce sens-là, oui, tu vois. c'est possible. Mais en fait, moi, je sais pas. Moi, j'ai du mal avec ce genre de critique qui critique un film comme si chaque film devait tout faire. Mhm. Et en fait, non, les films de guerre, ce film de guerre, il rentre dans une tradition de films de guerre et et oui, en fait, enfin oui, soit, enfin tu peux dire que toute cette tradition de films de guerre, Mhm. elle a, elle est achetée par la fenêtre parce que en fait, elle est moralement douteuse. Mais pourtant, moi, je trouve que Apocalypse Now, c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Et je trouve que ce que ça Oui, dit mais sur la guerre, ouais, disons que Apocalypse Now rentre pas forcément dans le canon des films de guerre. c'est pas il faut sauver le soldat Voilà, Ryan. On est c'est d'accord. ça. Euh, mais ouais, j'aurais du mal à dire en fait tous les films de guerre qui montrent qu'il y a une beauté en fait à se battre pour une cause sont en fait moralement mauvais. Parce qu'en réalité, et c'est ça le truc avec n'importe quelle guerre, aussi injuste soit-elle, c'est Mhm. qu'il y a un aspect où en fait, quand quelqu'un choisit de se battre pour une cause et de se donner à quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de beau là, tu vois, il y a quelque chose de, en fait, de glorieux. Et c'est pas cet aspect-là, en fait, que tu dois enlever à l'humain. Mhm. Tu vois, parce que Ouais, si tu enlèves cet non, aspect-là, c'est vrai. en fait, tu l'enlèves dans le mariage aussi. Et Et je- puis dans l'éducation, et puis dans l'amitié. Et puis, enfin, tu vois, en fait, cet héroïsme-là, il est bien plus universel. Mais il se manifeste dans le courage de se dépasser, de sortir de soi. Et en fait, du coup, Mais en fait, disons que ce message, il s'impose toujours aux dépens de quelque chose d'autre, tu sais. Et il y a quelque chose d'autre qui se perd quand ce message. Sauf, justement, bah, tu prends ouais, un contre-exemple que je trouve bien. C'est Clint Eastwood qui a fait Lettre d'Iwo Jima et ouais, Mémoire de nos pères. ouais, Où du coup, ben, t'as deux courages qui s'opposent, tu vois. Enfin, ouais, mhm, ouais, c'est tragique, mais il y a cet aspect où ben, il n'y a pas les gentils, les méchants. ouais, Il y a l'absurdité de la guerre et on voit des gens courageux ouais, des ouais, deux ouais, côtés. absolument, Et absolument. mais du coup, pour dire que, ouais, il y a cette notion clairement, il y a dans le cinéma, le cinéma est toujours involontairement ou volontairement euh, une critique d'ordre éthique. Le Mhm. cinéma va toujours poser, qui veut le faire sans faire exprès ou pas, un, ça c'est bien, ça c'est mal, par la mise en avant de certains sujets et tout. Et du coup, Après, il y a des moments où, en fait, tu vois, où intentionnellement, la mise en scène et la narration veulent se détacher de ça. Mhm. Et ça, c'est assez intéressant. C'est par exemple, tu regardes le film Her avec Ouais, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ouais. Donc tu regardes ce film, il- c'est un film qui se joue dans un futur proche avec un personnage principal qui va tomber amoureux D'une intelligence d'une artificielle. intelligence artificielle très très élaborée. Euh, Il n'y a pas un jugement derrière. Enfin, tu vois, dans la manière dont c'est fait, le film est construit pour te dire c'est une belle histoire. Pas pour dire
pas bien. Tu vois. Et tu voyais venir le... Attends, un robot qui tombe... non, ça va pas. Tu vois. Non. En fait, il a essayé de construire une espèce de monde paisible, un futur paisible, qui ressemble, si tu veux, à l'Occident de maintenant, mais en juste un peu plus apaisé. Tout tranquille. Tu sais, sans conflit. Toutes les lumières sont douces, toutes les couleurs sont douces, toutes les images sont douces. Non, et c'est tranquille. Et la technologie, elle est omniprésente, oui, et il y a la problématique clé, c'est celle de la solitude. Et dans cette solitude, en fait, il y a un espèce de miracle technologique qui se passe. C'est un film qui n'émet pas de jugement moral ici sur l'intelligence artificielle, sur tout ça, sur le transhumanisme ou je ne sais quoi. En fait, c'est un cadre pour raconter une histoire qui rentre ensuite dans les canons, si tu veux, des histoires romantiques d'autres films, d'autres genres d'histoires, tu vois, qui pourraient exactement, ça pourrait être une espèce de... Non, pas un Roméo et Juliette, mais tu vois, genre, ça pourrait être comment ça s'appelle, Pretty Woman. Non, j'en sais rien, enfin, tu vois, ça peut être n'importe quel film d'amour. Sauf que là, c'est dans un cadre où, en fait, il y a plein de questions morales à se poser, et il pose pas les questions morales. Et ça, je trouve intéressant. C'est quand même que le cinéma, dans sa force de persuasion, arrive à te rendre aveugle à certaines problématiques, à te faire rentrer, à te faire jouer le jeu, quoi. Tu vois. Donc, dans un certain sens, je te rejoins, on va toujours mettre un noir-blanc pour que ça marche et tout, dans les films, mais en fait, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans un jugement moral défini à chaque moment où on l'attendrait.